Bien, on va passer sur cette seconde table ronde jusqu'à 13 h. On va essayer de tenir les temps. S'il y a trop de frustration pour les questions sur la première table ronde, évidemment, on pourra revenir, mais en étant factuel, au moment des questions tout à l'heure. En ouverture, Yves Lichtenberger posait 3 conditions de la montée en compétences. Il a dit être présent à son activité, c'est-à-dire être autonome. Créer de la distance vis-à-vis de son activité, c'est-à-dire être capable de parler, de mettre en mots son activité. Et ensuite, il a parlé du retour d'expérience, de la controverse, disait Bernard Stéphan par ailleurs, pour réussir à avoir une structure qui puisse être transmissible. Alors, ça fait beaucoup d'objectifs, hein. L'autonomie, mettre en mots la parole, mettre en mots l'activité et la transmettre. Stéphane a ajouté encore une autre ambition qui est celle du temps. Alors, comment faire? Quel peut être le rôle du manager dans cette montée en compétences? Sur ce point, il y a eu une loi en mars 2014 qui d'ailleurs donne plus de responsabilités au manager en lui donnant, parce qu'il y a une responsabilité nouvelle des employeurs vis-à-vis des salariés sur la totalité du parcours. Le rôle du manager est donc bien démultiplié. Beaucoup de choses ne pourront pas se faire sans lui et nous allons donc voir au cours de cette table ronde comment très concrètement, dans le travail concret du manager, les choses peuvent se mettre en marche. Pour cela, on a rassemblé des personnes de différents secteurs. Frédéric nous a bien dit, nous a montré sur la typologie en ouverture les grandes différences selon les secteurs vis-à-vis de la formation professionnelle. Donc, on a réuni quelqu'un, Pierre Martinand, de la fonction publique hospitalière, qui est cadre de proximité au centre de psychothérapie de Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Florence Cantier, qui est DRH de UP. UP, c'est, maintenant on le sait tous, c'est les anciens chèques déjeuner, donc une entreprise ici, qui est une coopérative, voilà. Jean-Paul, qui, alors voilà, on ne va pas le présenter de manière, voilà, il est différent. Aujourd'hui, là, il est directeur, directeur d'une entreprise SS2I. Et donc, il va nous dire, il n'est plus secrétaire général de la CFDT Cadre, il n'est plus vice-président de l'ODC, et voilà, c'est sur un retour d'expérience. Et Patrick Conjard, de l'ANACT, qui est responsable du FACT, département expérimentation, développement, outils et méthodes, qui tirera les enseignements des différentes analyses de travail de Pierre, de Jean-Paul et de Florence. On va commencer par Jean-Paul, qui va donc nous dire très concrètement comment la force de conviction, d'ailleurs qu'on lui connaît, mais qu'il a dû mettre en œuvre pour permettre une montée en compétences dans une boîte SS2I qui par ailleurs était en sous-traitance. J'avais écrit un petit article d'ailleurs dans la revue autour de ce retour d'expérience. J'aurais pu lui remettre un titre, jardinier des compétences, parce que quelque part, il a fallu beaucoup semer, il a fallu aussi beaucoup fertiliser, et c'était un double combat. Je vais vous expliquer ça en quelques minutes, on va peut-être rattraper un peu de temps. Tout part quand même d'une demande. On est dans un environnement donc, de société de services, plutôt orienté très haute technologie, avec des clients un peu partout en France, 270 salariés, 2 partenariats très forts avec des labos de recherche dans le domaine, on va dire, des migrations industrielles de systèmes. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails techniques, mais des métiers qui font appel à des compétences relativement pointues, plutôt, je veux dire, ingénieurs, mais pas que. On a aussi un double recrutement, filière scientifique, mais aussi filière littéraire, avec des gens qui ont l'habitude, on va dire, des équations non finies, quelque part. Et que ça nous semblait intéressant de croiser justement ces profils dans la mise en œuvre de nos projets. Alors, tout part effectivement de demandes exprimées par les salariés, c'est quoi? Ils veulent pouvoir partager déjà leurs propres expériences entre pairs et donc disposer de temps pour ce faire. Ils ont des besoins d'appui parce que souvent jeunes professionnels arrivant finalement en clientèle, certes ils apportent une valeur ajoutée technologique,
mais besoin d'appui aussi de la part de plus anciens en termes de conduite de projet, donc des besoins d'appui professionnel, on va dire ça. Et puis, comme on est sur des savoirs qui sont naissants, très bougeants, si je vous dis ingénierie des ponts sémantiques, vous allez me dire l'ingénierie des ponts, c'est ce que c'est, des ponts sémantiques, c'est tout autre chose. Mais voilà, on est dans ce domaine-là, donc on est sur des savoirs qui sont complètement naissants et innovants, donc des besoins aussi de mutualisation de connaissances. Et la réponse, la question, les questions, elles s'adressent à un manager, par contre. En disant, toi, tu es le chef, c'est toi qui décides. Hein. Donc, comment tu vas répondre à cette attente, quelque part, c'est ton boulot. Alors, évidemment, vous imaginez bien que la réponse, il fallait la construire ensemble, mais ça a quand même été formulé comme ça. Alors, vous dire que c'est dans un environnement qui est très complexe, parce qu'une SS2I, vous avez des clients partout. Les 270 salariés, ils sont disséminés à peu près sur tout le territoire national, donc c'est pas simple de les faire se rassembler en un lieu. On n'avait pas à cette époque, je pense, en plus, toutes les technologies qu'on a aujourd'hui. On est dans une entreprise privée avec toutes les contraintes et les exigences d'ailleurs d'une gouvernance, hein, je veux dire, qui veut aussi verser des dividendes à ses actionnaires sur le second marché, voilà. Et puis donc on a un certain nombre de freins. On va dire les conditions sont quand même pas les plus favorables pour faire de la mutualisation de connaissances et de la mutualisation de savoir. Alors dans les réponses, 3 niveaux de réponse. D'abord, ils souhaitent pouvoir travailler en binôme. Donc on a généralisé finalement les binômes. Plutôt jeunes professionnels avec des gens un peu plus d'expérience, conduite de projet. Donc quand on dit tutorat, monitorat, c'est bilatéral. Ils s'apportaient, c'est pour ça que je parle de fertilisation croisée, parce qu'évidemment, ils s'apportaient des choses, effectivement, mais sur des projets, hein, on parle bien sur des projets. Des besoins de temps formalisés, c'est ça qui était le plus compliqué, je vais y revenir. Et puis on avait quand même mis en place une petite hotline permanente, c'est-à-dire que ceux qui sont confrontés à des situations et à des difficultés en clientèle, avoir toujours la possibilité quand même d'avoir quelqu'un au bout du fil dans l'entreprise qui va leur permettre de dire « Ah, ça, on a déjà rencontré cette situation, on a déjà capitalisé sur cette expérience. » Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ces propositions, qu'elles leur allaient bien, la négociation qui commence, et c'est pour ça que je dis que le travail du manager, c'est aussi un travail de négociateur, c'est qu'il faut commencer à négocier ça avec sa hiérarchie. Et la hiérarchie, elle vous dit quoi? Donc le directeur général, et qui est aussi président, il vous dit, mais attendez, tout ça c'est du temps, donc tout ça c'est de l'argent, donc tout ça c'est un coût. Alors j'aurais pu être tenté de dire oui, mais non, c'est pas. Eh ben j'ai dit oui, c'est tout à fait vrai. Vous avez raison, c'est du temps, c'est de l'argent, donc c'est un coût. Simplement, n'oubliez jamais quand même qu'un compte d'exploitation, il a 2 colonnes. Et que là, vous êtes en train de me parler d'une colonne, mais qu'il y en a une autre, et j'aimerais bien qu'on mette un certain nombre d'ingrédients dans cette 2e colonne du compte d'exploitation. Alors, je dis ça, c'est pour ne pas être trop long, mais je pense que je n'ai pas cherché à aller, moi, en tant que manager, sur la contestation, finalement, de cette argumentation-là, qui était une argumentation, on va dire, économique, financière. J'en ai simplement opposé une autre, c'est de dire, mais attendez, on a quand même tout intérêt à garder les salariés le plus longtemps possible. Le temps de formation sur ces technologies, c'était à peu près 6 mois. Alors, 6 mois, c'est pas en charge, hein, mais 6 mois minimum en délai, et avec quand même de l'appui, on va dire, un peu permanent, avec les équipes du siège qui travaillaient aussi avec les laboratoires. Bien, donc il fallait trouver un argumentaire économique. Ben, l'argumentaire économique, c'est que d'abord, le temps de cet apprentissage, c'est un temps qui coûte aussi de l'argent. Le coût d'un recrutement, c'est aussi un coût. Et il se trouve que, bon, voilà, on est dans un contexte où le marché de l'informatique, c'est entre 14 et 15% de turnover dans les sociétés de services. Voilà, le résultat, c'est que 5 ans après, nous, on n'était même pas à 2%. Ben, vous avez simplement la différence en termes d'équation économique, finalement, pour dire, mais tout ça, ça va être équilibré, donc finalement, personne n'y perdra, et on va finalement s'y retrouver. J'avais terminé ce combat, et je pensais que j'avais terminé... Enfin bon, ça n'a pas été simple, mais... Ils m'ont fait un peu confiance en disant, bon, après tout, on aura le retour sur investissement et peut-être que les clients auront aussi d'ailleurs ce retour sur investissement. Et je pensais que le combat était terminé, et là, il y en a un deuxième qui commence, et là, c'est avec les clients. Parce que quand vous avez des clients qui ont des ingénieurs sur des projets où c'est à flux tendu, libérer une demi-journée, une journée ou un petit peu de temps en temps, c'est pas leur tasse de thé, quoi. Donc déjà, là, ça a été très très compliqué. Je me souviens de on travaillait beaucoup avec le secteur des assurances. J'ai encore en mémoire le directeur informatique des Mutuelles du Mans qui m'a dit, mais attendez, c'est hors de question. Donc c'était un niet catégorique pour libérer simplement un peu de temps. Alors le un peu de temps, c'était une demi-journée par mois, effectivement, pour ces ingénieurs, pour faire des temps un peu organisés, un peu formalisés, de partage, évidemment, de connaissances, et ça se passait au siège. Bon, au-delà, effectivement, de la question, d'ailleurs, du partage, on se rend compte, c'est comme les télétravailleurs, les travailleurs nomades, hein. Ils vous disent, le premier risque, c'est le risque d'isolement, hein.
ben, ils aimaient bien se retrouver aussi de temps en temps. Avoir un lieu où ils pouvaient effectivement se retrouver. On fait partie quand même de la même entreprise, on se téléphone très très régulièrement, mais là on a un temps aussi en face à face où on va pouvoir effectivement parler de nos sujets et de nos sujets professionnels. Alors ça a été donc un deuxième argumentaire à construire, je n'y étais pas préparé nécessairement à l'époque, mais de dire, attendez, où on est dans une logique, vous achetez de la prestation, c'est à la journée, on fait le fameux TJM, hein, voilà, et puis vous achetez au plus bas coût, ou alors on est dans une logique de partenariat entre un donneur d'ordre et un sous-traitant et un prestataire, on essaie de l'installer dans la durée, vous avez intérêt à ce que nous, de toute façon, on ait toujours une valeur ajoutée différenciatrice, parce que vous en aurez besoin, y compris pour vos projets. Mais ça, vous ne pouvez pas nous demander de faire ça en 6 mois. Ou alors sinon, à l'époque, j'avais osé dire, ben, allez chercher ça chez Capgemini, quoi. Alors j'espère qu'il n'y a pas de consultants de chez Capgemini dans la salle, parce qu'ils vont dire, oh là là, c'est une insulte qu'il nous fait. Oui, enfin, à l'époque, eux, ils étaient à 15% de turnover, hein. Eux, ils étaient à 15% de turnover. J'avais vérifié quand même les chiffres. Donc voilà, instruire et construire ça dans la durée, c'est du temps à passer, donc c'est du temps de négociation. Voilà, je termine juste là-dessus parce qu'un manager qui veut être quelque part ce jardinier un peu des organisations apprenantes, qui va pouvoir finalement créer les conditions de, quand je dis que c'est un combat, c'est comme dans le combat syndical, c'est une négociation. Et c'est une négociation avec votre hiérarchie, c'est une négociation avec des clients. On reviendra là-dessus d'ailleurs sur les enseignements peut-être en fin de journée. Mais ça, est-ce que ça s'apprend d'ailleurs ça? Eh ben, la réponse, moi, quand j'ai commencé là-dessus, non, personne ne m'avait appris à négocier ces aspects-là. J'étais déjà syndicaliste, hein. Donc la négociation, je savais ce que c'était. J'avais déjà été secrétaire de CE, mais je n'avais pas encore négocié ces choses-là. Mais j'ai pris vite conscience que c'était de la vraie négociation. Merci Jean-Paul. Après, on reviendra. Tu disais aussi que le manager que tu étais avait organisé la fertilisation des compétences aussi dans l'interdisciplinaire. Et peut-être qu'on pourra en reparler avec Florence et Pierre tout à l'heure. Pierre Martinan, donc cadre de proximité, fonction publique hospitalière. Oui. Alors vas-y. Non, alors en venant à Paris, j'ai pris de la promotion, puisque vous indiquez cadre supérieur de santé. Non. Je suis cadre de proximité, je suis vraiment sur le terrain. Et d'autre part, je ne fais pas partie de la fonction publique hospitalière, je travaille dans un ESPI. Alors, un ESPI, c'est un établissement sanitaire d'intérêt public, c'est-à-dire que ma convention est la convention FEAP 51, donc associatif. Voilà. Même si on travaille sous tutelle. Bien. Et donc, tu vas nous dire en une dizaine de minutes, le manager, là, va être développé, enfin, la capacité de management va être éprouvée et ensuite développée par de l'apprentissage. Il y a un système très particulier dans ton univers professionnel. Et ensuite, tu mènes des entretiens professionnels et des entretiens d'évaluation. Tu nous diras concrètement, avec la culture, qui est vraiment une culture de dialogue, c'est très particulier, le monde psychiatrique. Tu nous diras voilà, quelles sont les bonnes pratiques que tu peux partager. Ok. Alors, comment devient-on cadre de santé dans mon établissement hospitalier, hein, on est 1200 salariés. Voilà, en gros, il doit y avoir 450 infirmiers. Alors, tout part de l'entretien professionnel. Hein, donc, j'y reviendrai plus après, mais tout part de l'entretien professionnel où chaque année, le manager rencontre l'équipe soignante pluridisciplinaire, hein, composée d'ASH, d'aides-soignants et d'infirmiers. On côtoie quand même les infirmiers régulièrement, hein, chaque jour, et on sent quand même chez certains des compétences qu'ils pourront développer pour devenir cadre infirmier, s'ils le souhaitent bien sûr, parce qu'il y en a qui auraient les compétences, mais qui vont refuser de progresser dans leur carrière professionnelle. Donc, au cours de cet entretien, c'est un premier filtre. Hein, on propose aux salariés ou à l'infirmier, s'il est intéressé pour être cadre de santé, pour suivre une formation. Et
on l'indique hein, sur l'entretien professionnel qui sera récupéré entre guillemets par la direction des soins et la DRH. Et après s'enclenche tout un processus, puisque cet infirmier, cette infirmière candidate, devra passer 5 entretiens auprès de 2 médecins, de 2 cadres supérieurs de santé et du directeur des soins. Il devra obtenir 3 notes supérieures, enfin 3 fois la moyenne, hein, puisqu'ils sont notés, et ils devront obtenir au moins 3 fois une note supérieure à la moyenne. Une fois ces entretiens réalisés, et s'il a obtenu ces 3 notes positives, il sera affecté à un poste de faisant-fonction de cadre de santé. Une fois, alors ça peut être 1 mois après ces entretiens, 2 mois, 3 mois, ça dépendra des postes qui se libèrent en général suite à des départs en retraite. Et là, il exercera ses fonctions de cadre de santé. Il va suivre une petite formation hein, de 8 jours, alors c'est très faible, hein, où on lui donnera des bases de la gestion RH surtout, hein, donc planning évidemment, et puis gestion des risques, gestion des conflits, gestion de la qualité, enfin tout ce qu'on peut retrouver dans une fonction de manager. Et il sera inscrit, il attendra la possibilité de partir en formation. Et c'est là que ça peut être très long, hein, puisque la direction, maintenant, a décidé de ne plus mettre au plan de formation des formations de cadre, car trop cher, et avec des plans de formation dont les budgets diminuent un peu. Donc bon, il faut voir qu'une formation de cadre hein, qui part 1 an en formation, c'est 45 000 €. Donc ça va vite au niveau du budget. Alors, je n'ai pas de recul par rapport à ça, à cette nouveauté, puisque maintenant, les faisant fonction vont s'inscrire à un CIF et vont devoir attendre 3, 4, 5 ans. Et encore, on ne sait pas pour l'avenir, parce qu'il y a une réforme du CIF hein, qui va intervenir. Alors, on n'a aucune lisibilité par rapport à ça. Voilà. Donc, il passe un concours d'entrée à l'IFCS, à l'Institut de formation des cadres de santé, ou alors il suit une formation universitaire à Lyon, à la fac, là où je travaille, c'est la fac de Lyon. Voilà. Au niveau, alors on peut parler d'échecs, il y en a très peu, hein, très peu, il y a tellement de filtres finalement qu'il y a très peu d'échecs. Par contre, j'ai oublié quelque chose d'important, c'est qu'à l'issue une fois qu'on lui propose un poste au candidat qui a réussi, il a quand même un essai sur 6 mois hein, dans le poste de cadre de faisant fonction. Au bout de 6 mois, son travail va être évalué par le binôme chef de pôle, c'est-à-dire ou chef de dispositif, comme vous voulez, c'est-à-dire le médecin-chef et le cadre supérieur de santé. Et donc, il va être évalué. En général, ça se passe bien, mais bon, alors, je crois qu'il y a très peu d'échecs. Hein. J'en ai connu un où une collègue, elle n'a pas satisfait à l'essai. Au bout de 6 mois, on lui avait reproposé une autre place, un autre poste. Hein. Ça a été un échec également. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Au contraire, une autre collègue qui était à l'IFSI, qui était formatrice faisant fonction à l'IFSI, ça s'est mal passé, et on lui a proposé un autre poste sur le terrain, avec une équipe de soins, et là, elle a validé ses compétences et elle a pu être confirmée faisant fonction de cadre de santé. Voilà, en gros, après, il peut y avoir un échec, mais c'est rare aussi, ça, au concours d'entrée à l'IFCS. Hein. Mais là aussi, c'est très rare, très rare. Voilà, donc je crois que j'ai répondu à... Sur la manière dont tu mènes les entretiens. Alors, les entretiens. Alors, il y a quelques années, on n'avait pas d'entretien professionnel, on les faisait comme ça, c'était un peu informel, hein, puisque, en psychiatrie, c'est quand même un métier où on parle, il vaut mieux. Donc, on communique beaucoup avec les salariés qu'on voit
régulièrement. Et il ne faut pas hésiter quelquefois à avoir un entretien avec un soignant quand on voit qu'il déraille un peu par rapport aux prises en charge des patients. Donc, on était un peu réticents et puis finalement, ça s'est mis en place. Hein. On a un outil informatique, alors peut-être que certains le connaissent, c'est CJ Talent. Donc, ce sont des entretiens informatisés, mais quand même, on communique. Alors, je fais les entretiens personnellement de 27 salariés, c'est-à-dire j'ai des ASH, des aides-soignants et puis des infirmiers. La campagne s'ouvre le 1er janvier et se termine le 30 avril de chaque année. Normalement, un entretien est obligatoire tous les 2 ans, mais notre direction a fait le choix de le faire chaque année. On reconnaît que c'est un peu lourd quand même, mais on y arrive. Alors, un entretien dure entre une demi-heure et 1 heure pour chaque personne, avec la préparation avant, le bilan après, la rédaction après de l'entretien. Donc, je vous dis que ça prend beaucoup de temps. Pour chaque catégorie professionnelle, on a des référentiels de compétences. Donc, on prépare les professionnels préparent leurs entretiens de leur côté et nous, on prépare l'entretien de chaque professionnel et on confronte nos idées par rapport à ce référentiel de compétences. Alors, je précise tout de suite que ces entretiens ne sont pas notés, donc n'influent pas sur une carrière éventuelle, sur une promotion dans la carrière ou sur... par rapport à la fonction publique, où ceux-là, là, ils sont notés, hein, les entretiens, je crois, professionnels. Ouais. Que dire d'autre Donc, alors pour en revenir à la première question, c'est là qu'on va décider de proposer à l'infirmier de candidater pour un poste de cadre de santé. Donc, c'est au niveau de ces entretiens professionnels. Même si on a pu en parler avant, en fait, on a beaucoup d'entretiens, on a plusieurs entretiens avec eux dans l'année. Hein. Ils viennent, les infirmiers viennent nous voir, les aides-soignants viennent nous voir, on a des entretiens informels. La direction insiste sur ces entretiens officiels qui sont en fait formalisés. Voilà. Merci Pierre. On voit, c'est très intéressant de voir un salarié, un cadre, un manager finalement avoir une période probatoire comme ça. Voilà, c'est directement dans le travail. Alors Nathalie Keller tout à l'heure a dit il faut se regarder marcher tout en marchant. Là encore, il y a quand même tension sur la montée en compétences. Moi, j'ai envie de demander à Florence Cantier, donc RH de UP, comment fait-elle en tant que RH, justement, pour que ces managers qui sont sommés de se regarder marcher tout en marchant ne se prennent pas le mur, ni un réverbère, ni ne ratent la marche. Florence. Alors, le manager développement de compétences au sein du groupe UP, on essaye d'en faire une réalité, mais c'est un sujet qui est difficile pour les managers et pour la direction des ressources humaines. Donc je vais détailler un petit peu ce qu'on fait et exposer les problématiques qu'on rencontre. Peut-être je représente un peu le groupe pour savoir de quel métier, de quelles compétences on parle. Donc le groupe UP, anciennement groupe Chèque Déjeuner, c'est 3000 salariés dans 17 pays différents. La particularité, c'est que la maison mère est une société coopérative, donc ça influe fortement la politique de développement des compétences, puisque dès l'origine, le projet de l'entreprise est à la fois économique et social, puisque le fondateur de l'entreprise, ancien militant et permanent syndical, souhaitait démontrer que le travail pouvait être un lieu d'épanouissement professionnel et personnel. L'activité du groupe, c'est une activité de service, puisqu'on commercialise des titres spéciaux de paiement.
Les métiers du groupe, à 60%, c'est les métiers de force de vente, donc des commerciaux terrain, commerciaux sédentaires, chargés de clientèle. Et on a également pas mal de personnes qui travaillent dans les systèmes d'information et de plus en plus. La population est une population qualifiée, majoritairement Bac+2, environ 70% des salariés ont ce niveau de qualification, si on prend une référence française, et la moyenne d'âge est de 36 ans. En 2011, me semble-t-il, on a pris un virage assez important dans la formation de notre management, que ce soit les managers de proximité ou les cadres dirigeants, parce qu'on a constaté que les dispositifs de formation et de développement des compétences qu'on proposait n'étaient plus à la hauteur des enjeux du groupe, et que les managers dont on veut faire des relais de développement RH n'avaient pas forcément les outils nécessaires pour exercer cette fonction à côté de leur métier, puisqu'ils ne sont pas, tout leur temps n'est pas consacré au management, et c'est une des difficultés qu'ils rencontrent et que rencontrent d'autres entreprises. Donc on a mis en place un parcours en interne qu'on appelle le parcours de formation des managers, pour sortir un peu de la logique des plans de formation annuels et développer les compétences des managers sur des cycles pluriannuels. Dans ces parcours de formation, on aborde différents sujets. Mais pour ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, le manager développeur de compétences, les managers sont formés à la tenue des entretiens qu'on appelle nous entretiens de progrès, donc des entretiens annuels, qui sont programmés désormais sur une campagne, alors qu'avant ça avait lieu tout au long de l'année. Donc on forme les managers à la pratique des entretiens de progrès. Il y a une formation, on va dire classique, une formation en salle. Et à côté de cette formation en salle, on a mis en place des ateliers de travail où en fait on a proposé aux managers de venir s'entraîner à la tenue d'un entretien de progrès avec un comédien qui joue donc le salarié évalué, parce qu'effectivement entre la théorie et la pratique, il y a souvent un écart. Donc le comédien a plusieurs palettes à son registre. Peut se mettre en colère, peut se mettre à pleurer, peut se mettre à embrasser son manager, et le manager doit réagir face à ces réactions qui sont difficiles à enseigner dans le cadre d'une formation classique. Ces formations se passent en petits groupes, il y a quatre managers, et donc chaque manager fait ensuite un retour sur le manager qui a joué le rôle de manager face au comédien qui est sans pitié. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on a mis en place. Et par ailleurs, on met en place pour les managers ce qu'on appelle le co-développement, c'est-à-dire que ça suppose un niveau de confiance assez élevé. On invite les managers, toujours dans des petits groupes, c'est 4 personnes, à exposer une problématique de management devant ses pairs, donc 3 autres collègues. Et en fait, les collègues doivent se placer en situation de consultant, c'est-à-dire qu'ils doivent apporter, questionner dans un premier temps leurs collègues et essayer ensuite de construire une réponse collective à la difficulté managériale exposée par l'un des participants. Ça marche plutôt bien. Ça fait un peu sortir le manager de sa solitude, au moins pour quelque temps. Ça crée des relations aussi entre les managers, enfin en tout cas on l'espère et c'est l'objectif recherché, c'est-à-dire au-delà de la séance de co-développement officielle, de se dire que le manager sait qu'il peut appeler un pair en cas de nouvelles difficultés sans que ce soit à la direction de l'entreprise d'organiser ce temps d'échange. Au-delà de ça, on a souhaité associer les managers à la construction des parcours de formation qu'on a mis en place. Donc, je vous ai parlé du parcours manager qui a été construit par la direction des ressources humaines, par des intervenants extérieurs, mais également par certains managers qu'on a impliqués dans la construction du parcours pour savoir quels étaient les besoins et comment eux percevaient les difficultés de leur métier. Le but est d'essayer de répondre à ces besoins. On a fait la même chose sur les parcours commerciaux qu'on a mis en place, puisque 60% de notre population est une population force de vente. Donc on a mis aussi en place un parcours en interne. Et là également, on associé les managers à la construction du parcours et on les associe aux évolutions du parcours, puisque ce qui a été fait il y a 3 ans est plus forcément adapté aux besoins d'aujourd'hui. Le fait de les associer leur permet ensuite de mieux comprendre et de diffuser la problématique
de la responsabilité du manager dans le développement des compétences des équipes qui l'encadrent. Et donc c'est pour ça qu'on les associe à la construction des parcours. Par ailleurs, et là-dessus on a répondu à une attente des managers, et là c'est une faiblesse dans nos dispositifs de développement des compétences qu'on essaye de corriger, mais c'est pas forcément très simple, et c'est une question qui a été évoquée avant dans la matinée. C'est très bien, le salarié part en formation, il revient, et qu'est-ce qui se passe? On a constaté qu'il y avait très peu de discussions manager-collaborateur sur ce qui a été appris pendant la formation, sur ce que le collaborateur s'engage à mettre en œuvre, puisque s'il est parti en formation, c'est qu'a priori il y avait des objectifs de progression. Qu'est-ce qu'il s'engage à mettre en œuvre et dans quel délai? Tout ça, c'est très peu fait. Et on s'est aperçu, par exemple, que sur le parcours commercial, il y avait un décalage, c'est-à-dire que les collaborateurs avaient été placés dans les différents modules de formation par leur manager de manière pas très appropriée, et que beaucoup de commerciaux sont revenus en disant « mais j'ai rien appris, je me suis ennuyé, je l'ai déjà vu ». Et en fait, on a essayé de trouver l'origine du problème. L'origine du problème, c'est qu'il y a un défaut de communication entre la RH et les managers commerciaux. Peut-être que nous, on aurait dû faire un effort supplémentaire sur la présentation des objectifs du parcours et sur le rôle, surtout du management, dans le positionnement des salariés. Parce que ce qu'on entend encore trop souvent, c'est je vais en formation. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est la RH qui m'a convoqué. Voilà. Et ça, c'est un discours qui, nous, dans la fonction RH, nous heurte en nous disant « mais non, on ne convoque pas, on ne se dit pas, tiens, il va venir en formation. On s'appuie sur les managers. Mais on s'aperçoit que là, il y a une courroie qui ne fonctionne pas bien. Et donc, pour répondre à la demande des managers, notamment sur les parcours commerciaux, on a organisé 2 jours de formation, entre guillemets, à la formation des managers commerciaux, pour le coup, sur ce que leurs équipes commerciales allaient voir et apprendre dans les parcours commerciaux. Voilà, pour les impliquer davantage dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Et donc ça, pour l'instant, ça semble donner satisfaction, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on travaille encore autour du retour de formation. Qu'est-ce que j'ai appris? À quoi ça va me servir? Est-ce que c'était pertinent au regard des besoins que j'ai exprimés, au regard des besoins qu'a exprimé mon manager? Une autre manière qu'on a d'impliquer les managers dans le développement des compétences, on a mis en place les entretiens de progrès, et là c'est pareil, pendant longtemps c'était un truc pour la RH, quoi. Il fallait faire les entretiens de progrès, parce qu'il y a la RH qui dit là le taux de retour est pas bon, il faut qu'on fasse les entretiens. Bon, il y a des cases à cocher, ok, on va les cocher, ça va, la RH après c'est sûrement dans un placard, on ne sait pas trop ce qu'on en fait. C'était un peu vrai il y a quelques années. Donc on a essayé, nous de se corriger, et maintenant le message, c'est de dire l'entretien de progrès, ce n'est pas un outil pour les RH. Les RH s'en fichent un peu. C'est un outil pour le manager. C'est un outil pour lui, pour faire un bilan individuel, et puis collectif ensuite sur son équipe, sur le niveau des compétences qui sont mises en œuvre, les attentes des collaborateurs, leur satisfaction sur leur emploi. Et c'est un outil qui permet aux collaborateurs, aux managers de se poser, prendre du recul et d'analyser les compétences qui sont mises en œuvre et celles dont le collaborateur et le manager va avoir besoin en fonction de la vision qu'il a demain de l'organisation de son service et de l'évolution du métier qu'exerce l'équipe. Sur ce point, on a fait des progrès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entretiens sont faits non plus seulement pour faire plaisir à la RH, mais aussi parce que le manager et le collaborateur y trouvent un intérêt. Je pense que c'est aussi plus fait parce que les managers sont plus à l'aise dans la conduite des entretiens. Avant, on n'était pas très, la RH n'était pas très, n'apportait pas un soutien suffisant aux managers sur l'entretien, et donc ils ne les faisaient pas parce que c'est pas évident de questionner, d'écouter un salarié, de répondre aux attentes. On peut avoir des attentes qui sont ça rentre pas dans le cadre de l'entretien de progrès. Moi je sais pas trop quoi te répondre. C'est pas moi qui sais, c'est la direction. Puis moi je sais pas quelle est la stratégie. Donc je peux pas répondre à ta question. Donc aujourd'hui on a insisté sur cette formation. On a mis en place des ateliers volontaires en fait. À chaque début de campagne, on met en place je ne sais plus comment on appelle ça, des ateliers RH, je crois,
où les managers viennent volontairement assister à ces petites réunions qui réunissent 20 personnes pour se reformer à l'entretien de progrès ou réécouter un peu quelles sont les bonnes pratiques. Voilà. Autre outil, on organise ce qu'on appelle des revues RH, c'est-à-dire qu'après chacune des campagnes, les RH retournent vers... Alors, on ne va pas voir tous les managers, on n'a pas les moyens, on va voir les directeurs de service ou grosses unités. On revient vers le manager pour faire un point sur les entretiens de progrès qui ont lieu dans une équipe. J'ai une équipe de 10 personnes. La RH revient et dit bah voilà, écoute, on a regardé les 10 entretiens, on s'aperçoit que sur répondre au téléphone, tu as globalement estimé que tes compétences étaient à tel ou à tel niveau. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois l'évolution de la relation commerciale téléphonique dans les années à venir, en fonction de ce que tu connais de la stratégie du groupe, de l'évolution des services qui sont proposés, comment tu vois les choses, et surtout, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner le développement RH de tes équipes. Donc ça, c'est fait avec les directeurs de service systématiquement après chaque campagne, où on parle d'organisation, donc de compétences collectives et de compétences individuelles. On organise également ce qu'on appelle des groupes météo, c'est-à-dire que là, c'est un dispositif, et là encore, c'est une question qui n'est pas simple, hein, c'est l'évaluation de l'impact des formations. C'est-à-dire que le groupe investit pas mal en matière de formation. La question, c'est comment on mesure l'impact des formations dans les pratiques quotidiennes. Et donc, ce qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des groupes météo. Donc, c'est des personnes qui font un retour d'expérience sur les formations qu'elles ont suivies. Voilà, tu es allé en formation il y a 6 mois, il y a 1 an. Qu'est-ce que tu as mis en œuvre de ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu n'as pas mis en œuvre? Pourquoi tu n'as pas pu le mettre en œuvre? Ça nous permet à nous d'améliorer nos parcours de formation et de prendre en compte les retours des personnes qui sont directement concernées. Toujours sur les compétences, on a souhaité aussi associer les managers un peu en amont. C'est-à-dire que les parcours de formation ont été construits à partir de référentiels de compétences. Donc là, je retrouve un outil qui a été évoqué précédemment. On a construit des référentiels de compétences pour savoir de quelles compétences on aura besoin demain. Quelles sont celles dont on a besoin aujourd'hui, quelles sont celles dont on a besoin demain. Ça porte un nom, hein, c'est la GPEC. Voilà. Et donc on a associé des managers à la construction de ces référentiels, même des collaborateurs. Hein. Mais les collaborateurs ont participé à ce qu'on appelait des groupes métiers, donc c'est-à-dire qu'on a vu avec des comptables quel était le référentiel de compétences du comptable et comment ils voyaient l'évolution de leur métier. Et ensuite on a des observatoires qui valident ces référentiels dans lesquels on implique des managers et où on leur pose à peu près les mêmes questions. Donc ces observatoires se réunissent fréquemment, donc c'est pas tous les ans, ça va être tous les ans, tous les 2 ans, en fonction des métiers concernés, parce qu'il y en a qui évoluent beaucoup plus vite que d'autres, en tout cas au sein du groupe. Et donc ça nous permet aussi d'associer les managers et de les responsabiliser sur le développement des compétences de leurs collaborateurs. Voilà, alors sur ensuite la question de la montée en compétences au quotidien, c'est-à-dire comment je me forme au quotidien sur mon poste de travail. On n'est pas très fort en tutorat, on ne l'a pas trop développé. On l'a en tête depuis quelques années, mais on l'a pas mis en place. Peut-être faute de moyens, faute d'organisation, peut-être aussi faute de savoir aujourd'hui de quelle manière ça peut être pertinent. En revanche, on a eu des grands changements d'outils, notamment de CRM. Et donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'avec les managers, on identifie dans la conduite du projet des salariés référents, c'est-à-dire des salariés qui sont plutôt à l'aise avec la manipulation de nouveaux outils, qui ont une certaine légitimité à l'égard de leurs collègues, et ils sont référents, c'est-à-dire que si j'ai une question immédiate et très pratique sur l'accès à ma fiche client, je peux me référer à mon référent qui va m'apprendre à utiliser l'outil dans toutes ses potentialités. Donc on le fait souvent pour les changements de système d'information. Par ailleurs, pour revenir à nos commerciaux, donc on embauche des commerciaux débutants, et donc il faut les former aux produits, aux services qu'on propose et aux méthodes de vente du groupe.
Et là, on s'appuie sur des salariés plus anciens, puisqu'il y a une forte ancienneté moyenne au sein de Chèque Déjeuner Maison Mère. Et donc, on a des commerciaux un peu plus expérimentés qui vont accompagner les plus jeunes commerciaux sur le terrain, qui vont faire des rendez-vous clients avec eux pour observer leurs pratiques et leur donner des conseils pour améliorer leur façon de faire. Et puis, je vais revenir sur ce qui a été... rapidement, alors, sur ce qui a été dit sur il faut produire, mais il faut réfléchir au sens de ce qu'on fait. Et ça, c'est la particularité de la coopérative. Quand on embauche un salarié, il a vocation à devenir coopérateur. Et on souhaite qu'il s'intéresse à autre chose qu'à son poste de travail, qu'à la fonction pour laquelle il a été engagé. Et donc, au-delà de la formation, développement des compétences techniques, on met en place une formation de savoir coopératif. Et donc, on apprend aux nouveaux salariés le fonctionnement de l'entreprise, comment une entreprise fonctionne, qui est le conseil d'administration, sur quoi il délibère, c'est quoi la stratégie de l'entreprise, voilà comment il faut lire les comptes de l'entreprise. Et puis là, juste une expérience qui me semble intéressante. La coopérative s'élargit, puisque la Maison Mère était une coopérative et que depuis longtemps, beaucoup de débats traversaient la coopérative, puisqu'il y a des filiales qui ont un statut juridique classique. Donc on a décidé de fusionner les activités historiques du groupe Chèque Déjeuner dans une coopérative qui va passer de 400 à 700 salariés. Et donc on forme les futurs sociétaires à la coopérative. On a mis en place ce qu'on a appelé des groupes apprenants, c'est-à-dire que la formation, c'est plus je viens dans la salle et puis il y a quelqu'un qui sait et qui me dit ce que c'est qu'une coopérative, comment ça fonctionne. On a inversé la logique, c'est-à-dire qu'on a demandé au groupe de 20 personnes de passer un contrat et de se dire, voilà, moi, sur les savoirs coopératifs qu'on m'a évoqués, voilà sur quoi je vais aller me renseigner. On a mis à disposition une plateforme des savoirs coopératifs, on a mis à disposition des référents, des personnes qui sont depuis longtemps dans la coopérative, et l'engagement qu'ont pris les futurs sociétaires, c'est d'aller chercher le savoir auprès de ces personnes et ensuite d'en faire une restitution collective au sein du groupe. Voilà. Merci beaucoup, Florence. En t'écoutant, je me disais, oui, là, tu as défini vraiment la fonction RH. Tout à l'heure, Daniel Kaiser-Gruber disait, il y a un conflit, il y a une tension entre savoir et expérience. Eh bien, voilà, toi, tu essaies de trouver des outils pour tes managers, pour qu'ils puissent justement rendre plus fluide cette tension et surtout tu leur proposes d'engager une réflexion sur ce que peut être le progrès, justement, concrètement, dans leur travail. Alors, c'est quoi le progrès, concrètement? Ce que veut dire la montée en compétence, ce que veut dire le progrès, tout ça, ça a des conditions managériales. Patrick Conjard, qui est chargé de mission à l'ANACT sur ces questions et qui est par ailleurs membre du conseil scientifique de l'ODC, va évidemment nous dire ce qu'il peut retenir de ce qui a été dit tout à l'heure et avancer un peu plus avant. Bien. Alors je vais essayer effectivement peut-être de remettre un peu en perspective des choses qui ont été évoquées. Puis moi je ferai volontiers quand même un petit peu de lien avec la table ronde précédente aussi. Et plus globalement le sujet des liens entre développement des compétences et organisation du travail. Alors Jean-Paul a commencé par... je dirais un petit mot autour du manager jardinier des compétences, et c'est vrai que c'est intéressant. Et je me replongeais dans des petites notes. Je travaille actuellement avec une grande entreprise qui est soumise à des transformations importantes de son organisation, une évolution de ses fonctions managériales. Et ils ont, comme beaucoup d'autres entreprises, élaboré un livre blanc sur les attendus, les évolutions de l'encadrement, et notamment l'encadrement de proximité. Et eux, ils parlent d'agenceur de la montée en compétence du collaborateur. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qui ressurgissent, qui sont intéressants peut-être à essayer aussi de comprendre qu'est-ce qui fait finalement que ce sujet, qui n'est pas véritablement un sujet nouveau, on l'a déjà dit je crois tout à l'heure, mais comment finalement cette attention portée au rôle et la contribution que peut avoir
le manager en particulier, et plus globalement le management en matière de développement des compétences, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est de nouveau une interrogation pour un certain nombre d'entreprises. Alors, il y a peut-être 3 points en préambule qu'on peut redire ou partager. C'est quand même, le constat effectivement des limites de la formation initiale et de la formation continue. Enfin, ça a été un tout petit peu évoqué déjà précédemment. C'est-à-dire que si à un moment donné on se réinterroge sur quelle peut être notre responsabilité à nous, employeurs, comment nos managers ont peut-être un rôle à jouer en matière de développement des compétences, c'est qu'à un moment donné, on se dit que finalement la formation initiale, que les dispositifs ou les modalités émanant de la formation continue suffisent sans doute pas à satisfaire l'ensemble des besoins en matière de développement des compétences auxquelles une organisation est soumise. Donc ça, c'est peut-être un premier point d'interrogation, même si moi, je me garderais bien de dire, en écho à la question qui a été posée en fin de table ronde, je pense qu'on est plus dans la recherche de combinatoires, mais que ça ne condamne pas pour autant tous les dispositifs qui relèveraient de la formation initiale et de la formation continue. J'y reviendrai tout à l'heure. Autre point qui participe un peu à ce questionnement et à cette réflexion, je crois que madame, vous en êtes une illustration assez intéressante, c'est quand même tout ce qui relève de la décentralisation d'un certain nombre de fonctions, de missions relevant de la dimension RH. C'est-à-dire qu'on attend aujourd'hui, effectivement, il y a tout un équipement, tout un processus, il y a un mécanisme de fond de décentralisation de la fonction RH pour l'amener au plus près du terrain et pour faire porter, que ce soit les entretiens, que ce soit la participation au processus de formation, que ce soit l'implication sur des processus de reconnaissance. Donc on attend des managers, et aujourd'hui des managers de proximité, qui soient partie prenante de ces processus. J'y reviendrai aussi, ça ne va pas de soi. Il y a aussi un certain nombre d'écueils et de difficultés en la matière. Et puis troisième peut-être élément de contexte qui explique tout ça, on a parlé tu as commencé par ce point-là, par la réforme en matière de formation, et il y a quand même, me semble-t-il, une tendance qui vise à reconnaître davantage les vertus formatives du travail, mais en même temps à se poser des questions sur comment on peut mieux les saisir, mieux les reconnaître. Enfin, finalement, autant on est d'accord sur, on apprend sur le tas, et il y a plein de choses qui se jouent en situation de travail, mais on voit bien que l'enjeu, c'est quand même de rendre cette dimension-là beaucoup plus formalisée, en tout cas de lui donner une autre dimension, un autre statut que celui qu'elle a actuellement. Alors, autour de ces éléments qui peuvent participer à la montée en puissance de la question du manager développeur des compétences, moi, je poserais bien trois points particuliers. Le premier, c'est quand même revenir et réinterroger la question du rôle et des missions de l'activité des managers. Parce que partir du postulat ou travailler autour de la question du management et du manager développeur des compétences, c'est quand même remettre sur le tapis, rediscuter, repositionner, c'est quoi son rôle, c'est quoi ses missions, c'est quoi ses activités, et y compris se dire, il y a des intentions, mais il y a aussi la réalité de son activité aujourd'hui. Est-ce que ces intentions-là vont de pair avec la réalité dans laquelle sont aujourd'hui peut-être enfermés aussi les managers. Donc, premier point de passage qui me semble incontournable si on veut réfléchir dans ce sens-là, c'est remettre sur la table et réinterroger, redéfinir, re-questionner le rôle, les missions, l'activité des managers, et par extension, du coup, leur formation, ce que vous avez amené aussi dans votre témoignage. Deuxième axe de questionnement, c'est, OK, le manager développeur des compétences, on l'inscrit, on l'installe, on en fait l'épicentre de l'activité des managers, mais par quoi ça passe? C'est-à-dire, quelles sont un peu les modalités, les dispositifs, les actions qui peuvent permettre effectivement au management, au manager de rentrer dans cette perspective-là. Et il me semble qu'il y a deux registres d'action qui ont été abordés. Il y a un premier registre d'action qui est, on va dire, le travail de management du manager. Jean-Paul a
plutôt été sur ce registre-là, me semble-t-il. C'est-à-dire, c'est à travers son activité, à travers le travail d'organisation du travail qui lui revient, à travers le cas échéant, l'attention qu'il a au processus d'intégration de nouveaux collaborateurs, à travers la distribution de l'activité, la répartition de l'activité, à travers des pratiques de compagnonnage, de soutien, comment effectivement il participe dans et par le travail à cette dimension de développement des compétences. Et puis il y a un autre aspect qui est directement lié à ce que j'évoquais tout à l'heure autour de la décentralisation de la fonction RH, c'est la contribution du management au processus RH formation. Et elle est peut-être aussi à repenser, à revisiter, à re-questionner, à optimiser pour faire en sorte, comme vous le disiez madame, que l'entretien d'évaluation, ça ne soit pas vu comme un temps de passage un peu pénible pour les uns ou les autres, qui soit d'abord et avant tout perçu comme un outil au service d'un process RH, mais qu'on en fasse bien un outil de management. Et que finalement, cet équipement-là, cet outillage-là, il sert véritablement l'enjeu de développement des compétences. Donc moi, je reviendrai bien sur les modalités. Et troisième point, qui est directement ta question de départ, à quelles conditions ? Pour qu'il soit effectivement sur ce registre-là, au-delà d'être au clair sur son rôle, ses missions, d'un repositionnement autour de cette intentionnalité-là, au-delà de penser des dispositifs, des modalités, de bien identifier ce qui, dans le travail, peut être formateur, ça suppose quand même beaucoup de conditions qui dépassent largement la seule bienveillance d'un manager et les seules compétences managériales pour faire ça, et qui renvoient effectivement à des conditions organisationnelles pour le coup. Donc là, je plante le cadre. Je peux développer chacune de ces cases-là, sauf si ça invite déjà à réagir. Alors, chacune de ces cases, la première sur l'interrogation et le rôle de l'activité des managers. Alors ça, c'est un peu ma marotte. Ça m'intéresse beaucoup, et y compris quand vous regardez quand même, c'est quoi les attentes vis-à-vis d'un manager. Le premier constat qu'on fait quand même, c'est que selon à qui vous posez la question, vous n'allez pas du tout avoir la même réponse. Parce que effectivement, interroger une équipe, des collaborateurs sur quelles sont les attentes vis-à-vis de vos managers, on va être très clairement sur le registre du soutien, de la ressource, du travail de régulation et de modalités de reconnaissance. C'est classiquement quand même sur ce registre-là que les équipes attendent leur manager. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire on attend de notre manager, quand on a des difficultés, quand on a des problèmes, ils sont en capacité d'être présents, d'être là, de nous apporter du soutien, des ressources, ou de nous aiguiller vers les ressources dont on a besoin. Et il est clairement dans le registre effectivement du soutien, de la régulation et de la capacité à l'apporter au bon moment à ses collaborateurs. Avec le pendant qui est aussi la question de la reconnaissance, parce qu'il y a des demandes assez fortes à destination du manager. Vous posez la même question aux dirigeants d'entreprise, aux directions d'entreprise, vous le savez aussi bien que moi, vous n'avez pas nécessairement les mêmes réponses. Vous n'avez pas nécessairement les mêmes attentes, parce qu'on va plutôt être là sur le registre du pilotage de l'activité, d'être garant un peu de la productivité, mais aussi quand même d'être garant du climat social, de faire en sorte que ça ne fasse pas de vagues, que ça se passe bien, que finalement, notamment dans ces périodes un peu de changement, d'évolution importante, il soit capable de faire un peu le grand écart et de donner du sens à des orientations stratégiques, à des changements, etc. Donc de jouer un peu un rôle de traduction, d'interface, de relais, etc. Donc, moi, ce qui me semble important, c'est que les attentes des uns et des autres sont tout à fait légitimes. Comme le manager a lui-même ses propres attentes qui sont tout à fait légitimes et une propre représentation de ce qu'est son rôle et sa mission. Là où souvent la difficulté repose, c'est qu'on n'a pas nécessairement de discussion et de débat autour de ces attentes qui ne sont pas nécessairement convergentes, et y compris, on n'embarque pas toujours la problématique du développement des compétences dans ces attendus-là. C'est-à-dire qu'on l'embarque parfois en termes d'intentionnalité,
soit c'est complètement sous-entendu, soit on ne se pose pas nécessairement les questions de à quelles conditions on peut véritablement positionner nos managers sur ce registre d'action particulier. Qu'est-ce que ça suppose? Jean-Paul en a posé deux, me semble-t-il. Qu'on lui donne suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir discuter, négocier, qu'il y ait des espaces de discussion pour effectivement faire valoir un certain nombre de choses. Ça me semble être effectivement une première condition importante. Et puis, il y a d'autres conditions qui sont aussi de comment on prépare, comment on accompagne, comment on soutient les managers pour aller sur ce registre d'action qui n'est quand même pas évident et pas facile pour eux, quoi. Donc voilà, premier chantier, me semble-t-il, celui de l'interrogation sur le rôle, l'activité, les missions des managers. Deuxième chantier, le comment. Je vais peut-être revenir sur des choses qui ont déjà été dites précédemment, mais dans la façon de distribuer l'activité, dans la façon dont vous allez confier telle ou telle mission, dans le contenu même de l'activité, il y a effectivement des choses qui peuvent être formatives, comme on a dans l'activité de travail, des choses qui ne le sont absolument pas. Donc comment penser l'organisation du travail plus globalement et de manière plus précise l'activité managériale dans cette intention de développement des compétences de ses collaborateurs, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail d'ingénierie. Il y a effectivement l'idée de dire il faut dépasser simplement l'apprentissage par opportunité, quoi. À un moment donné, effectivement, le travail est formateur. J'ai eu de la chance, j'étais là au bon moment. J'ai été confronté à une situation problème. Il y a eu un événement particulier qui a fait que j'ai réussi par ma posture, à tirer des enseignements, à apprendre des choses. Là, l'idée directrice, c'est de dire comment faire en sorte que ce ne soit pas simplement par accident, j'ai envie de dire, que ce ne soit pas simplement au détour d'une situation dont on va plus ou moins bien s'emparer, mais qui est un vrai travail de conception, d'ingénierie, de professionnalisation. C'est-à-dire comment, effectivement, on reconnaît les vertus formatives du travail, comment on cherche à organiser la montée en compétences. Vous avez évoqué les situations d'immersion, les situations de retour d'expérience. Tout ça, ça s'organise. C'est pas simplement j'ai eu la chance d'être là au bon moment, c'est je te mets dans cette situation-là en ayant conscience qu'il y a une potentialité d'apprentissage et je vais organiser des choses en amont, pendant et en aval pour véritablement rendre apprenante cette situation de travail. Et ça renvoie à ce qui a été dit tout à l'heure, on voit bien qu'il y a des choses qui se jouent autour du faire, mais aussi autour du dire le faire, hein, le retour d'expérience participant à ça. Donc, sur le comment, il me semble qu'il y a vraiment à organiser des choses et du coup à rendre attentifs les managers à comment, dans mon travail d'organisation du travail, il y a des choses qui se jouent et qui facilitent ou pas la montée en compétences. Sur l'autre registre du comment, moi je crois que vous avez déjà tiré quelques fils. C'est-à-dire, en gros, c'est faire en sorte que les managers trouvent leur intérêt à être embarqués dans ces dispositifs que sont les entretiens d'évaluation, que sont les briefs, débriefs avant ou après la formation, que sont les ateliers de co-développement, etc. Donc c'est bien effectivement faire en sorte que ces dispositifs, ils y voient leur intérêt et qu'ils y trouvent effectivement du sens, y compris pour faciliter leur travail de manager. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement pour répondre à une seule injonction de la RH en disant ça rentre dans la rubrique développement des compétences, mais bien ça rentre dans la rubrique qui fait faire en sorte que je vais pouvoir, moi, faire mon boulot de manager, amener un peu plus d'efficacité au niveau du travail et qui va participer à tout ça. Donc là, il y a vraiment, me semble-t-il, à travailler aussi sur ces dispositifs-là pour mieux les intégrer dans le fonctionnement et dans l'activité managériale. Peut-être en conclusion sur les conditions, et peut-être j'aurai l'occasion d'y revenir, mais il y a une première condition que je voudrais rappeler, y compris pour ne pas trop responsabiliser pour le coup le manager sur cette dimension-là.
C'est-à-dire sortir un peu de la tendance qui consisterait à dire, bon, bah, voilà, on lui a donné plein de choses déjà au fil des années, on lui a demandé de gérer un certain nombre de process, un certain nombre de dimensions liées au travail, et maintenant, ou en plus, on lui demanderait aussi d'intégrer tout ça. Donc c'est comment on est attentif à ce que cette responsabilité, elle soit bien partagée. Hein. Certes, c'est l'affaire des managers, mais pas que. C'est vraiment une responsabilité partagée qui va de l'individu au collectif de travail, en passant par les fonctions support, dont les fonctions RH, et qui s'inscrit dans une véritable intentionnalité portée par la direction de l'entreprise. Si ça n'en reste qu'un discours, mais qu'on ne travaille pas sur les modes d'organisation, on ne travaille pas sur le contenu du travail pour l'orienter vers cette dimension formative, le manager, il va quand même bigrement ramer s'il veut essayer de faire en sorte qu'une situation qui n'est pas apprenante devienne apprenante. Il n'y arrivera pas, malgré toute sa bonne volonté. Donc il y a bien l'idée quand même d'une responsabilité un peu partagée et d'une intentionnalité par rapport à ça. Le former, l'outiller, le soutenir pour faire ça, je pense que ça a déjà été dit. Hein. Si ça relève de sa seule motivation, de son seul dynamisme, c'est un peu dommage. Donc, d'où on revient sur l'idée d'être au clair sur ses missions, sur ses activités. Et puis, il y a tout un travail à engager dans les organisations d'aujourd'hui pour lever un certain nombre de contraintes auxquelles il est soumis. On a parlé rapidement tout à l'heure de l'aspiration sur des activités de gestion, de pilotage, de reporting. Aujourd'hui, il faut ouvrir un chantier pour faire en sorte que tout ce qui relève du management empêché soit levé, quoi. Donc il y a vraiment à travailler pour faciliter et faire en sorte que derrière une intention affichée, il y ait les conditions soient là. Et les premières conditions, c'est du temps, c'est des ressources, c'est de la disponibilité et c'est d'avoir déjà en tant que tel du soutien en tant que manager. Quatrième point, c'est peut-être l'ingénierie. Je le disais tout à l'heure, hein, il faut sortir de la seule logique il suffirait de mettre deux personnes ensemble pour qu'elles apprennent autour du travail. Ça s'équipe, ça s'outille, ça s'instruit. Il y a une vraie ingénierie de la professionnalisation à mettre en place et des dispositifs à concevoir. Et puis, dernier point, si on veut positionner, accompagner et véritablement reconnaître aux managers cette dimension-là, voilà, il faut aussi l'évaluer, il faut aussi le reconnaître sur cette vertu-là, sur cette dimension-là, quoi. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu long. C'est bon ? Très bien. Merci Patrick. Tu as bien souligné donc le rôle du manager comme développeur de compétences, sur les ressources, sur un rôle de traduction, sur la nécessité qu'il permette d'étayer, de construire l'intérêt du manager sur les questions de montée en compétences des salariés, et puis tous les dispositifs et les outillages. Je propose que l'on passe immédiatement aux questions, qui doivent certainement être vives et impatientes. On peut globaliser d'ailleurs sur les deux tables rondes. Il ne s'agit pas que nous soyons frustrés avant le repas, c'est jamais bon. Donc je ne sais pas qui a envie de se lancer. Voilà. On va en prendre plusieurs. Oui, bonjour, Olivier Sandy. Je suis ancien manager. Oui, donc ancien manager et actuellement managé. Ça fait du bien d'ailleurs. J'avais une question par rapport à un présupposé qu'on entendait en début de réunion sur le discours selon lequel le travail est de moins en moins prescrit. Moi, ce n'était pas du tout mon sentiment, hein, que le travail était de moins en moins prescrit, que ce soit pour les managers de proximité, pour les managers plus haut niveau. Preuve en est de plus en plus de documents normatifs, des procédures, des outils logiciels qui enferment bien souvent les process et qui actent les process, les notions de workflow, et donc qui rigidifient en fait les organisations du travail. Et je me posais la question de quand on met en pratique sa pratique en réflexion, ou quand on engage ses collaborateurs à mettre leur pratique en réflexion,
jusqu'à quel point on n'obtient pas une tension entre la réflexion et les enseignements qu'on en tire et la possibilité d'agir sur son environnement de travail. Et jusqu'où ça va? Est-ce que ça pose pas au final un problème de loyauté, hein, parce que quand on commence à s'apercevoir qu'on est incapable d'agir sur son environnement alors qu'on en a tiré certaines conclusions, alors est-ce qu'on va vers des démarches d'émancipation, de perte de loyauté, ou est-ce qu'on est déstabilisé, on tombe dans des phénomènes de souffrance? Donc voilà, je me questionnais sur tout ça, et je me posais la question si c'était très utile parfois de tout comprendre, ou le rôle du manager, c'est peut-être aussi de savoir se jouer des règles pour travailler, continuer à travailler tout en restant loyal, et donc de remettre en cause dans la pratique l'environnement normatif. Il y a Jean-Marie Bergère. Oui, merci. Il faut que je me lève, c'est ça? Non. Non, je vous regarde, vous. Jean-Marie Bergère, je vais me présenter comme membre du conseil scientifique de l'Observatoire des cadres. Il y a eu beaucoup de choses vraiment très très intéressantes sur ce qu'on peut apprendre en situation de travail, ce qu'on apprend aussi, l'interaction avec ce qu'on apprend en salle de classe ou dans des groupes de pairs aussi, c'était extrêmement intéressant. Il y a une question qui a été très très peu abordée, un autre élément qui a été très peu abordé. On a un petit peu cité la question des parcours, mais quand même pas beaucoup, des parcours apprenants. Or, il me semble qu'un élément aussi qu'il faut qu'on intègre, c'est qu'on apprend aussi en fonction de ce qu'on sait déjà avant d'être dans la situation apprenante ou d'être en formation. En formation professionnelle, on parle de prérequis, mais c'est beaucoup plus large que les prérequis. C'est l'ensemble de ce qu'on sait déjà et de ce qu'on a déjà fait qui va nous permettre de capter ce qui, dans les situations qu'on vit, dans lesquelles on travaille, peut être intéressant. Et on apprend aussi en fonction de ce qu'on anticipe de sa carrière. On se dit, là, il y a des choses qui vont pouvoir m'être utiles, pas simplement à l'instant T. Il y avait un petit peu, dans beaucoup d'interventions de la première table ronde comme de celle-ci, me semble-t-il, le temps présent, l'instant T, était était très valorisé, et ça se comprend. Il n'empêche qu'il y a l'idée que c'est aussi dans un parcours, j'hésite à utiliser le mot carrière qui est très chargé, mais dans l'ensemble d'une carrière, d'une progression professionnelle, que l'idée que c'est important d'apprendre se justifie. Et l'idée qu'on apprend aussi parce que on se dit qu'on progresse grâce à ce qu'on apprend. Bon, on peut faire une première salve de réponses. Peut-être Patrick sur l'idée du travail de plus en plus prescrit, oui, les outils logiciels, ça, je pense qu'il y a quelque chose. Oui, alors il y a sans doute dans la salle des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour répondre à cette question-là, mais moi j'aurais plutôt tendance à dire que la prescription est de plus en plus diluée et passe par des canaux et des vecteurs différents. Et que du coup, c'est effectivement compliqué comment je m'empare de tout ça. C'est-à-dire qu'on avait peut-être avant des circuits beaucoup plus directs. Aujourd'hui, ça passe par différents mécanismes, y compris techniques, procéduriers. Et donc, une prescription peut-être plus diluée, avec différents canaux, et voire même des choses qui ne sont pas nécessairement convergentes. Et puis l'autre point peut-être sur la question de la prescription, qui remet en perspective la valeur ajoutée du manager, c'est quand même les insuffisances et les limites aujourd'hui quand même de ce cadre prescriptif, quel qu'il soit, et donc du coup la remise en perspective quand même des enjeux du travail réel, quoi, et de la valeur ajoutée qui se joue dans l'écart prescrit réel, comme on dit, et où là on voit bien qu'en fonction des systèmes de management et de la posture managériale, en fonction du statut qui est accordé à cet écart-là, en gros, est-ce que mon rôle de manager, c'est de le réduire? Et est-ce que je suis effectivement missionné plutôt pour cela? Ou au contraire, est-ce qu'on reconnaît que la valeur ajoutée, c'est justement dans le travail d'appropriation, d'ajustement opéré au plus près du terrain, et donc si on reconnaît la valeur ajoutée du manager qui autorise, qui accompagne, qui régule, qui permet ce travail d'appropriation et d'ajustement,
ça remet en perspective. Donc je pense que je dirais les débats autour de la prescription, moi je les situerais sur ces deux registres, quoi. Jean-Paul, on a parlé de marge de manœuvre du manager. Je pense que c'est peut-être sur ça que tu as envie et de loyauté, c'est peut-être sur ça que tu as envie de reprendre. Et puis peut-être après, Florence, je pense qu'en tant que praticienne, tu as des choses à dire sur comment peut-on prendre en compte le parcours du salarié, mais y compris au-delà de la tâche à laquelle il est affecté, et peut-être au-delà même de l'entreprise. Enfin, sortir en effet de cet instant T qui est trop valorisé. Oui, je voulais réinsister sur ce que nous disent quand même régulièrement nos collègues, à la fois dans notre bureau national, mais aussi à travers un certain nombre de travaux d'enquête, hein, c'est que c'est un boulot d'ajustement permanent, quoi. C'est devenu des ajusteurs, c'est-à-dire que pour pouvoir simplement parfois assurer une continuité de service, un minimum de qualité de service, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix que de se débarrasser ou de contourner quelque part le prescrit et la règle, parce que sinon ça ne fonctionne plus. Le réel, quand on dit entre le prescrit et le réel, c'est souvent au bout du fil, ou en face de soi, un usager, un bénéficiaire, un client. Et là, on voit bien que là, il y a une tension. Il y a une tension, mais on y reviendra certainement peut-être dans la journée, mais ça me paraît quand même extrêmement important. Donc, notre collègue Catherine, elle dit, moi, je passe 90% de mon temps à faire de l'ajustement. C'est son boulot, c'est ça, quoi. Voilà. Donc, ça, c'était la première chose, je crois, sur quoi il faut effectivement insister. Et c'est pas que la question, effectivement, prescrit au sens process, normes, etc., quoi. Il y a un tas d'autres choses, mais ce serait trop long explicité. Par rapport à ce que disait, inscrire ça dans la durée. Oui, on a la chance quand on a déjà une diversité d'expériences. Moi, j'ai connu 7 entreprises. Ce que tu disais, ça me parle sur un exemple bien précis. C'est quand tu arrives dans le syndicalisme et que tu as cette expérience plurielle, finalement, d'activité, mais une diversité aussi d'expériences. Quand tu parles de prérequis, c'est extraordinaire pour faire du syndicalisme. Extraordinaire. Et à la fois, d'ailleurs, pour faire du syndicalisme tel qu'on le vit aujourd'hui, puis des fois même, je disais à Laurent Berger, parfois ton métier te rattrape. C'est-à-dire que ton métier te rattrape, c'est-à-dire que ce que tu as fait avant fait qu'à un moment donné, tu peux effectivement revenir là-dessus. Voilà, donc, mais inscrire ça dans un parcours, je veux dire, le problème, c'est que les interlocuteurs, ils changent, quoi. Donc là, c'est l'individu, c'est celui qui assure la permanence, enfin, celui qui est dans la durée, c'est l'individu lui-même, quoi. C'est pas les gens qui sont autour de lui, parce que ça change en permanence, hein. Ah oui, mais ça, c'est une question clé, hein. Il faudra qu'on l'aborde quand même cet après-midi, hein. Parce que si on ne parle pas de ça en même temps qu'on parle du dialogue social, soit c'est pas la peine de parler du dialogue social, soit c'est pas la peine de parler des individus, mais dans les deux cas de figure, on sera perdant, hein. Florence, sur le parcours, la construction d'un parcours. Oui. C'est pas une question évidente, donc je vais parler la pratique. Non. Je pense que la valorisation d'un parcours dans et hors de l'entreprise, ça peut se faire aussi au stade des recrutements. C'est-à-dire que, je prends l'exemple du groupe, on a des recrutements assez diversifiés. J'en suis l'exemple, hein, c'est-à-dire que quand je travaillais longtemps à la CFDT, quand je suis devenue DRH, je n'avais jamais été DRH de ma vie, je n'avais jamais travaillé dans un service ressources humaines, et donc je pense que ce qui a été pris en compte, c'est mon parcours antérieur, notamment à la CFDT. Et ce qui vaut pour moi vaut pour d'autres. On a des recrutements de personnes qui vont être amenées à travailler notamment dans les fonctions commerciales qui n'ont pas été commerciaux auparavant. On recrute des gens qui ont eu un parcours dans le secteur privé, on recrute des gens qui ont eu un parcours dans les collectivités publiques, dans les organisations syndicales, voire dans les structures de l'État type Assemblée nationale. Et donc le mélange, en fait, des parcours est extrêmement enrichissant. Voilà. Ensuite, on constate aujourd'hui plus en plus de demandes, et notamment des managers, de certification des compétences qu'ils ont acquis dans le cadre de leur expérience au sein du groupe. De plus en plus de managers nous demandent d'avoir un diplôme, quelque chose qui prouve qu'ils ont un niveau de compétence supérieur au diplôme qu'ils avaient quand ils sont rentrés au sein du groupe. Voilà. Donc c'est un sujet sur lequel il faut qu'on réfléchisse, mais la demande est de plus en plus forte de la part des managers.
Et puis, est-ce que je peux rebondir juste sur ce qui a été dit très très rapide sur la définition du rôle du manager? C'est un problème qu'on n'a pas résolu. Mais effectivement, je pense que là, c'est de là c'est de là que viennent un certain nombre de difficultés pour la fonction RH, la direction d'entreprise et les managers eux-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va attendre de toi? Aujourd'hui encore, le management est perçu, enfin, l'accès à une fonction de management est encore trop perçu comme une promotion, une reconnaissance t'es pas mauvais, tu vas devenir manager, alors qu'en fait on te propose de changer de métier. C'est pas dit clairement. Et après, sur la décentralisation de la fonction RH, on se pose aujourd'hui des questions sur l'entretien professionnel, puisqu'on fait des entretiens d'évaluation, auxquels on a rajouté cette année l'entretien professionnel, même si on faisait un certain nombre de choses avant qui répondaient aux prescriptions de l'entretien professionnel. Mais c'est aussi le législateur qui nous pousse à demander de plus en plus de choses au management. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pose déjà dans l'entretien professionnel des questions sur la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé, notamment le handicap. Il faut interroger les salariés porteurs de mandat sur la compatibilité entre leur poste de travail et leur mandat. La question, c'est... Aujourd'hui, on se demande, nous, jusqu'où la fonction RH doit déléguer au manager la nature de ces entretiens, notamment l'entretien professionnel. On se dit qu'aujourd'hui, c'est pas très sympa de transmettre cette responsabilité aux managers qui ne sont pas forcément les clés pour répondre. En revanche, toutes les questions relatives à vie privée, vie professionnelle, vie syndicale, vie professionnelle, état de santé, vie professionnelle, c'est difficile pour la fonction RH qui est très éloignée du terrain de poser les questions, de poser les bonnes questions. Voilà. Merci. Je crois qu'il y avait Jean-Marie Lutringer. Et puis, oui, j'ai retenu un certain nombre de choses ce matin. J'aimerais poser une ou deux questions du point de vue du management. Un point de départ de la réflexion, de ce que j'ai entendu, c'est que tout travail n'est pas formateur. Il y a du travail prédateur et il y a du travail formateur. Il suffit de se souvenir des temps modernes, Charlie Chaplin. C'est du travail prédateur. Le taylorisme renvoie à du travail prédateur, principalement. La question est donc de savoir quelles sont les formes d'organisation du travail qui sont porteuses de valeurs formatives, qui permettent d'extraire de la valeur formative du travail productif. Et ce qui a été dit à l'instant même, le rôle déterminant du management dans l'organisation du travail, puisqu'il existe sans doute des modèles d'organisation du travail qui sont par nature formatrices. Le jardinier des compétences nous a laissé entendre tout à l'heure que ce qu'il avait pratiqué comme jardinage renvoyait à ça, mais j'aimerais être convaincu un peu plus. Bon. Et donc il y a une première question, le rôle du management dans la transformation d'organisation du travail prédatrice en organisation du travail formatrice. Ensuite se pose la question de savoir comment extraire la valeur formative du travail productif, ce qui renvoie à la question essentielle de la traçabilité. La traçabilité de la partie formative du travail productif renvoie à la question économique. Comment évaluer le retour d'investissement par rapport à quelque chose qui n'est pas nommé et qui apparaît et qu'il faut arriver à identifier. Et tant que la traçabilité en termes de valeur de retour d'investissement n'a pas été élaborée et que les gestionnaires des entreprises et pas les managers, c'est-à-dire les financiers, les gestionnaires, n'y trouvent pas intérêt, on aura du mal à progresser. Ensuite, la question de la traçabilité renvoie au débat sans doute de cet après-midi. Si on veut faire du rapport entre travail et formation un objet de dialogue social et de négociation dans l'entreprise, encore faut-il que cet objet soit identifiable, qu'il soit nommé, qu'on puisse le cerner. C'est qui renvoie également la question de la traçabilité. Et la dernière question, qui a été évoquée ce matin par Yves sur le modèle droit du travail, protection sociale, négociation collective, cela renvoie bien évidemment au bout du bout, mais il faudrait peut-être même commencer par là,
à la question du travail prescrit, à la question de la subordination juridique, qui est celle des salariés dans le cadre du travail, et alors que la formation est par essence un espace de liberté, qui ne se prête pas à la prescription en tant que tel. Voilà. Et donc, quel est le rôle du management dans la création de conditions d'organisation du travail formatrices et non pas prédatrices, et quel est son rôle et sa fonction dans la traçabilité de la valeur formative du travail productif. Merci. Je crois qu'il y a deux dernières questions. Donc ici devant et Philippe derrière, je pense qu'on va devoir s'arrêter ensuite pour les questions. Moi j'ai une question, c'est concernant tout ce que vous avez dit. Moi j'ai le sentiment que au niveau du management, le blocage vient souvent dans les entreprises, c'est dans l'exécution de la stratégie. C'est-à-dire, je suis un jeune senior, 46 ans, j'ai fait plusieurs boîtes et j'ai l'impression que quand on voit les cadres, les managers, quand on a des échanges en off, pas en réunion, ils sont parfois même incapables de nous expliquer clairement où la direction veut aller parce qu'on ne leur dit pas. Donc j'ai l'impression que la difficulté dans les entreprises et pour les managers, c'est de savoir, j'ai cette métaphore d'un ancien prof de philo qui me disait, on est dans une société où les gens n'ont pas l'impression de construire une cathédrale, mais de casser du caillou. Je suis d'accord avec ce que disait le monsieur tout à l'heure, travail prescrit. Moi, je veux votre analyse et votre point de vue sur est-ce que le gros problème, le nœud, c'est l'exécution de la stratégie. C'est-à-dire que les dirigeants et les managers ont du mal à dire aux gens vraiment où ils veulent les mener, les faire monter en compétences, parce que les gens pensent qu'ils ont des idées, puis que la base, on balance, et puis vous savez. Est-ce que c'est pas là que vient le frein, le premier frein? Oui, Philippe De Bruyne, adhérent de la CFDT Cadre. Ça poursuit un peu la question, mais sous un autre angle, c'est un peu la dimension autour du management de l'incertitude. Donc ça a été un peu abordé sous la place des aléas, du travail réel, des événements qui bousculent le travail prescrit et qui imposent de se re-questionner sur le travail. Mais c'est aussi les incertitudes au sens stratégique, la difficulté à exprimer un point d'arrivée d'une stratégie et de la décliner dans le travail opérationnel. Et donc derrière, la figure quand même qui était un peu absente, la figure du client, de l'usager, du public, et des migrations d'usage qu'on a du mal à anticiper. Bien, eh bien, je propose que l'on réponde et puis que la réponse soit aussi en forme de conclusion. On peut commencer par toi, Patrick. Oui, alors répondre à tout ça, ça va être un peu compliqué, mais juste, je vais attraper 2-3 peut-être idées. Le modèle, sans doute, qui renvoie le plus à cette ambition ou cette intention de rendre le travail formatif et puis d'attribuer au management un rôle en la matière, me semble-t-il, c'est plutôt le modèle de l'organisation apprenante, qui n'est pas véritablement nouveau, mais qui a pas véritablement encore réussi, de mon point de vue, à complètement pénétrer les organisations, en tout cas en France notamment, même si je pense que derrière un certain nombre de réflexions qui ont cours aujourd'hui, alors on entend beaucoup parler de l'entreprise libérée, je pense qu'il y a quelques idées à prendre, même si ce n'est pas véritablement un modèle à reproduire tel que, quelles que soient les organisations, mais il y a quand même plutôt le constat de dire en termes de système et pratique de management, on est arrivé au bout d'un système, et il y a véritablement, au nom de tout ce que vous avez dit autour de la prescription, autour des exigences clients, autour de l'innovation, autour de la nécessité de prendre des initiatives, de faire preuve d'intelligence collective, il y a un vrai besoin de refonder, de repenser les modes de fonctionnement et les pratiques de dialogue social, et ça interpelle aussi le cadre juridique, parce qu'on sort de fait vers ces tentatives-là de la seule logique de subordination, et que donner un peu plus de liberté à ses salariés, voilà, ça suppose quand même un certain nombre de conditions, et pour moi, c'est pas un abandon de la fonction régulatrice que doit avoir le management.
hein. C'est-à-dire que c'est important de redire ça, mais il y a quand même, y compris des études un peu étayées au niveau européen qui montrent que plus on donne un peu d'initiative, plus on est dans le participatif et que le modèle de l'organisation apprenante a quelques vertus en la matière. Et c'est susceptible peut-être de répondre à ces enjeux, à ces problématiques de management de l'incertitude, même si j'ai quand même envie de dire, soyons vigilants avec toutes ces bonnes idées, tous ces grands principes qui ne sont pas véritablement nouveaux, et qu'il y a une vraie interrogation sur l'évolution du rôle de la fonction d'encadrement et sur le cadre qui favorise, qui autorise, l'environnement en tout cas de travail. On ne peut pas miser exclusivement, je vais le dire comme ça, sur la régulation autonome et sur le fait de dire on a des gens qui sont compétents, qui sont formés, qui vont apprendre entre eux. Donc moi je suis plutôt attentif à comment derrière ces principes directeurs qui sont vertueux, intéressants, il y a à travailler sur le cadre organisationnel, sur les conditions, y compris managériales, pour les encourager, les faciliter. Et il y a des changements de posture, de pratique pour embarquer tout ça, quoi. Très bien, je crois que sur la transition est toute prête pour Pierre Martinand qui voulait nous communiquer un exemple et répondre peut-être aussi un peu de manière générale et conclure. Oui, tu dois prendre ce micro. Oui, alors je suis un peu d'accord sur une des premières questions qui était posée sur le travail prescrit. C'est vrai qu'au niveau de l'hôpital, chaque salarié a une fiche de poste avec tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais bon, au moins dans une équipe de soins pluridisciplinaire, j'ai quand même un espace, un peu de liberté, ce que j'appelle, où je peux mettre en place des groupes de travail parmi les soignants. Donc j'en ai mis un là récemment en route, ou qui va se mettre en route, c'est sur le tutorat des étudiants infirmiers justement. Donc je me suis aperçu que tous les infirmiers n'étaient pas au même niveau par rapport à la prise en charge des étudiants infirmiers lorsqu'ils venaient en stage dans l'unité. Et donc là j'ai pu mettre un groupe de travail, on va réfléchir comment améliorer ce processus. Et bon, ça débouchera sur un travail écrit, et les personnes qui vont s'intéresser à ce travail, ça va me permettre, au cours de l'entretien professionnel, de les diriger peut-être vers une formation sur justement encadrement des étudiants infirmiers. C'est un stage professionnel qu'on a au niveau de l'hôpital. J'avais mis aussi un groupe de travail en place sur les médiations thérapeutiques. Donc là, c'est pareil, il y a des personnes qui sont intéressées par rapport à ce travail. Et ça va aussi déboucher au cours de l'entretien professionnel à une réflexion sur justement suivre une formation sur les médiations thérapeutiques. Donc j'ai encore cette liberté-là, cette marge de manœuvre. Mais c'est vrai, autrement, mon travail il est de plus en plus prescrit, normé. On doit remplir des cases, c'est vrai. Non, juste pour répondre sur la difficulté pour les managers, comprendre la stratégie de l'entreprise. Au sein du groupe UP, on a la volonté que les managers la comprennent, sauf qu'aujourd'hui, on est en plein virage stratégique lié au changement technologique, et donc c'est difficile d'expliquer une stratégie qui n'est pas forcément très claire non plus pour les instances de direction. C'est vrai que c'est très perturbant pour le management parce que la stratégie, le fil conducteur est là, mais il y a des options qui sont prises et puis abandonnées très rapidement. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le management a le sentiment de se dire, enfin, où est-ce qu'on va, quoi. La direction du groupe, on a une idée, pas une idée extrêmement précise, et c'est pas extrêmement simple à expliquer. Donc, c'est vrai que quand ça redescend pas forcément de manière très claire. Et quand on en arrive au niveau de la nécessité de développer les compétences, le développement des compétences est forcément en lien avec la stratégie. Quelles compétences on développe? Et on me demande à moi, manager de proximité, d'expliquer à mon collaborateur, tiens, dans 5 ans, on sera là, j'en sais rien, parce que la direction du groupe ne le sait pas forcément non plus. Donc c'est la difficulté de faire comprendre qu'on avance un peu en marchant, ouais. Voilà. Bien, écoutez, merci de votre participation, merci aux intervenants.
Nous nous retrouvons à 14h30, 14h40. Il s'agit de ne pas décaler évidemment dans l'après-midi pour une table ronde sur la compétence, un objet de dialogue social. À tout à l'heure. Bon appétit.